Je suis Clara Sebag, interne en gynécologie médicale, et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter les premiers résultats de l'étude Féeric concernant la fertilité, la grossesse et la contraception après cancer du sein. Alors, comment... Ah oui, d'accord, il faut que je clique. Donc, le cancer du sein chez la femme jeune reste quelque chose de rare, un diagnostic qui est quand même pas si rare que ça, parce qu'on compte entre 5 000 et 6 000 femmes par an en France avec un cancer du sein de moins de 45 ans. Deux questions sont essentielles chez ces patientes. Finalement, c'est la grossesse et la contraception. Dans la littérature, on trouve que la grossesse après cancer du sein est comptabilisée chez 3 à 13% des patientes, mais ces chiffres sous-estiment largement la fertilité et il n'existe absolument aucun examen fiable pour évaluer la fertilité après cancer du sein. De plus, il existe très peu de données dans la littérature concernant la contraception dans cette population de femmes. Donc, pour réaliser l'étude Féeric, nous avons utilisé la plateforme Sentinelle, qui est une plateforme collaborative et communautaire qui met en relation des médecins, des chercheurs et plus de 33 000 citoyens qui se portent volontaires pour répondre aux études. À ce jour, plus de 30 études ont été réalisées grâce à la collaboration de Sentinelle. Alors, l'étude Féeric va prévoir de répondre à deux questions. Une première question qui est: une femme qui a eu un cancer du sein et avec un désir de grossesse a-t-elle moins de chances de concevoir qu'une femme qui n'a pas eu de cancer du sein? Deuxième question, nous allons comparer la prévalence contraceptive entre les cas et les témoins chez ces femmes qui nécessitent du coup une contraception. Donc, les critères d'inclusion dans l'étude sont simples. Toutes les femmes avaient entre 18 et 43 ans, n'avaient pas subi d'hystérectomie, d'ovarectomie bilatérale ni de salpingectomie bilatérale. Pour les cas, les séquences de traitement devaient être terminées et aucune patiente n'avait rechuté. Alors, par un souci de clarté, nous avons appelé les femmes avec antécédents de grossesse des cas et les femmes sans antécédents de cancer du sein, des témoins. Pour les puristes, en fait, c'est une étude exposée non exposée et pas cas témoins et où l'exposition est le diagnostic du cancer du sein. Mais pour que ce soit plus clair, nous allons appeler les cas et les témoins. Il y avait 7 questionnaires à remplir en ligne sur la plateforme Sentinelle durant un suivi de 3 ans. Le début d'inclusion ont débuté en mars 2018 et la fin de l'étude est attendue en juin 2022. Alors, le design de l'étude prévoit 2 sous-populations. Donc, une première population qui est une population composée de cas et de témoins et des femmes qui présentent un désir de grossesse. Au bout de 3 ans, nous avons regardé quelles femmes avaient réussi à concevoir et dans quel délai. La deuxième population de cas et de témoins sont des femmes qui n'ont pas de désir de grossesse et nous avons regardé quelles étaient leurs couvertures contraceptives à ce moment-là. Donc, le recrutement s'est fait par Sentinelle, il a été extrêmement rapide. Je tiens quand même à préciser que nous devions en un an recruter 1004 femmes et que cet objectif a été atteint pour les cas en 10 jours et pour les témoins en un seul jour. Nous avons même dû demander un amendement autorisant la poursuite des inclusions pour un an, ce qui nous a amené à un total de recrutement de 517 cas et 3834 témoins. Alors, je tenais quand même à vous mettre en lumière cette information qui est très importante, c'est que c'est les nouveaux médias qui ont permis de recruter l'immense majorité des femmes dans notre étude Féeric. Vous voyez les 4 premiers médias, qui sont Sentinelle, les réseaux sociaux, la télévision et Lily Sun, qui est une blogueuse assez reconnue au niveau, qui travaille sur le cancer du sein, qui ont permis de recruter 93% des femmes, donc via Internet et la télévision. On peut voir qu'en comparaison, ce qui est encadré en bas à gauche, c'est le recrutement individuel qui est pratiqué par les médecins de centre, qui ne représente que 0,7% de la population de l'étude, ce qui est dérisoire. Donc, notre population recrutée par Sentinelle est une population privilégiée. C'est une population d'âge médian de 37 ans. Les femmes étaient ni obèses ni en surpoids, étaient très souvent éduquées et, pour la plupart d'entre elles, en couple. Elles ont pu, au fil des questionnaires, nous raconter ce qu'elles avaient eu comme séquence de traitement. Effectivement, nous n'avons pas les informations précises et médicales sur les sous-types de cancer du sein, mais les femmes ont très bien pu nous raconter quel traitement elles avaient reçu et dans quel ordre. Donc,
nous avons retrouvé que la quasi-totalité des femmes avaient été opérées, sauf une, que 82% des femmes avaient reçu de la chimiothérapie, 64% d'entre elles de l'hormonothérapie et pour un quart d'entre elles du trastuzumab. Et on peut voir à droite sur le graphe tous les parcours de soins qui ont été réalisés par ces femmes qui restent assez concordants avec les recommandations actuelles de traitement. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que ces femmes ont reçu une information sur les dommages possibles de leur fertilité dus aux traitements qui sont souvent gonadotoxiques? Eh bien oui, l'information a été délivrée et les femmes en sont satisfaites. On voit bien sur le graphe à gauche que 72,4% des femmes ont reçu une information concernant leur fertilité et les traitements gonadotoxiques au diagnostic, que seulement 65% d'entre elles ont souhaité réaliser une préservation de fertilité et que certaines, du coup, le refusent. Et puis, on voit à droite que les procédures de préservation de fertilité réalisées sont tout à fait conformes aux recommandations actuelles. C'est-à-dire qu'en premier lieu, a eu lieu des cryopréservations d'ovocytes, la délivrance aussi d'agonistes de la GnRH et plus rarement, une cryopréservation d'embryons ou de cortex ovarien. Alors, on a d'abord regardé au diagnostic quelles étaient les femmes concernées par la grossesse et la fertilité. Eh bien, 2/3 d'entre elles sont concernées au diagnostic. 68% a déclaré soit être enceinte au diagnostic, soit avoir un désir de grossesse actuel, soit avoir un désir de grossesse futur. Nous avons ensuite regardé ce qui se passait à l'inclusion dans notre étude. 13% des patientes ont déclaré avoir un désir de grossesse à l'inclusion dans l'étude. Et enfin, nous avons regardé ce qui s'est passé entre-temps. C'est-à-dire que dans un délai médian de 35 mois entre le diagnostic et l'inclusion, 8% des femmes ont déjà eu une grossesse, donc 66 grossesses sont survenues, 20 étaient non désirées ou non planifiées, et ces grossesses sont survenues dans un délai médian de conception très court, qui était d'environ 3 mois. Alors, quelle question? C'est les résultats définitifs sur les données de grossesse. Quand est-ce que nous les aurons? Eh bien, ils sont prévenus pour juin 2022 pour avoir la totalité des grossesses survenues après 3 ans. Alors maintenant, je vais vous parler de la contraception dans cette population de femmes. D'abord, nous avons regardé quelle était la contraception utilisée au diagnostic de cancer du sein, et c'est la pilule qui est le moyen de contraception le plus fréquemment utilisé par ces populations, comme vous pouvez le voir sur le graphe en rouge. Après, nous nous sommes demandé qui avait délivré l'information aux femmes concernant la contraception. Eh bien, au moment du diagnostic de cancer du sein, ce sont les oncologues médicaux qui délivrent le plus fréquemment l'information concernant la contraception. On voit que 78% des femmes ont reçu une information au diagnostic concernant la contraception et plus de la moitié d'entre elles ont reçu une information concernant les différentes méthodes contraceptives existantes. Alors, sur cette slide, c'est un peu plus compliqué, donc je vais vous guider. L'idée, c'était surtout de montrer quelle était la contraception la plus utilisée après cancer du sein dans notre population de femmes, et c'était le stérilet pour 62% des femmes après cancer du sein. Donc, à droite, ici, à gauche, pardon, vous avez toutes les contraceptions utilisées au diagnostic. Et à droite, toutes les contraceptions qui ont été utilisées, enfin déclarées par les patientes après leur cancer du sein. Entre-temps, tous les flux de couleurs vous montrent les changements qui peuvent arriver et, durant les 3 ans de suivi de ces patientes. On voit clairement que la pilule qui est en violet a été arrêtée ou demandé d'être arrêtée par les oncologues médicaux et arrêtée par les patientes pour changer pour 2/3 des patientes pour le stérilet. Et on voit aussi que le stérilet, qui est IUD ici, reste quand même une contraception très utilisée par les patientes après cancer du sein. Donc, c'est la seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui avec ce graphe, c'est donc que le stérilet est la première contraception délivrée après cancer du sein. Donc, on s'est demandé finalement quelle était notre population d'intérêt entre nos cas et nos témoins et quelle était du coup cette population avec besoin contraceptifs. Nous avons décidé d'apparier un cas pour 2 témoins sur l'âge et la parité. Nous sommes passés de 1551 patientes à une population de 1175 après avoir exclu des femmes enceintes au diagnostic, des femmes ayant un désir de grossesse actuel, des femmes déclarant n'avoir aucune relation sexuelle, être vierge ou avoir des relations sexuelles homosexuelles. Nous avons finalement apparié 433 cas
et 772 témoins, qui est une population avec besoin contraceptif. Et alors, finalement, qu'est-ce qu'on a retrouvé? C'est que les femmes ayant eu un cancer du sein, donc les cas, sont aussi souvent protégées que les femmes sans cancer du sein. On voit sur le graphe à droite, un diagramme en bas, qu'il y a exactement ou presque le même nombre de femmes qui ont déclaré avoir une contraception au diagnostic et après diagnostic de cancer du sein, pardon, à l'inclusion par rapport aux témoins. Par contre, on note que 21,5% des femmes qui ont un besoin contraceptif théorique n'ont pas déclaré de contraception. La question qui suit, c'est quelles sont les méthodes contraceptives? Eh bien, les méthodes contraceptives utilisées entre nos deux populations de cas et de témoins sont extrêmement différentes. Nous voyons bien que le stérilet en bleu foncé est la contraception la plus utilisée chez les patientes, suivie des méthodes locales type spermicide, préservatif, diaphragme, etc. À l'instar des témoins qui, elles, continuent à utiliser la pilule œstroprogestative à la suite du stérilet. Donc, pour évaluer l'efficacité des contraceptions utilisées, nous nous sommes basés sur la classification des tirs. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette classification, du coup, je vous l'ai mise ici. Elle est basée sur 3 catégories de tirs, les tirs 1, 2, 3 et 4, qui nous donnent le niveau d'efficacité de la contraception. Les tirs 1 étant les contraceptions les plus efficaces, dont font partie la contraception définitive, l'implant et le stérilet. Les tirs 2, dont font partie les pilules, les patchs, les anneaux vaginaux et les injections d'hormones. Et enfin, les tirs 3, qui sont toutes les contraceptions locales, type préservatif, cap, éponge, etc. Nous avons ensuite, du coup, regardé les différentes contraceptions en fonction de cette classification TIR chez nos témoins et chez nos cas. Et nous voyons bien que les cas sont bien plus sujettes à des contraceptions de type TIR 1, c'est-à-dire des contraceptions beaucoup plus efficaces que la population de témoins qui utilisent plus souvent du TIR 2. Un petit mot ensuite sur la contraception d'urgence. Du coup, dans notre étude, nous avons remarqué que la connaissance des contraceptions d'urgence était largement insuffisante. Premièrement, des femmes avaient des croyances erronées sur la pilule du lendemain. 38,7% des femmes ont déclaré que la pilule du lendemain était contre-indiquée après diagnostic de cancer du sein. C'est donc une information fausse qu'elles retiennent. Deuxièmement, beaucoup de patientes ne connaissent pas la possibilité d'utiliser un stérilet en cas de contraception d'urgence. On a retrouvé que 90% des femmes ignoraient que c'était une contraception possible après rapport sexuel à risque. Comme vous voyez sur le graphe, on peut voir que seulement 7% chez les cas et 12% chez les témoins pensaient que c'était une contraception possible. Dernier point que je vais aborder avec vous, c'est la contraception définitive, qui est une méthode encore très peu utilisée dans notre population. On voit bien à gauche que seulement 27% des femmes, que ce soit cas ou témoins, avaient subi une ligature des trompes, que seulement 12 des femmes avaient des implants échures et seulement 22 de leurs conjoints avaient subi une vasectomie. Et sur le graphe de droite, vous pouvez voir la proportion en rouge de contraception définitive utilisée par rapport à toutes les autres méthodes contraceptives. Et on voit bien que ce sont des chiffres qui sont très, très bas. Donc pour conclure, d'abord sur la fertilité et la grossesse. Notre population est une population très favorisée, mais l'information délivrée sur les procédures de fertilité a été jugée satisfaisante. Deuxièmement, on a remarqué que la fertilité spontanée elle semblait être préservée pour certaines femmes, même après traitement gonadotoxique, et que chez ces femmes qui ont eu des grossesses après cancer du sein, le délai de conception était relativement court, car il était de 3 mois. Deuxième conclusion, c'est sur le thème de la contraception. On a bien vu que la prévalence contraceptive était identique chez les femmes ayant eu un cancer du sein et chez les femmes indemnes. Par contre, les femmes qui ont eu un cancer du sein utilisent beaucoup plus de méthodes contraceptives très efficaces. C'était les méthodes de TIR 1. Deux points plus sensibles, c'est que les informations concernant la contraception d'urgence doivent être accessibles pour nos patientes et d'ailleurs pour les témoins. Et la contraception définitive est une option trop peu utilisée en routine de nos jours et l'information de son existence doit être diffusée auprès de nos patientes.
Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation tout à fait passionnante. J'avais juste une question sur les tiers 1 et les tiers 3 chez les patientes. Il y a en effet beaucoup d'emplois de tiers 1, mais il y a aussi pas mal de tiers 3. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de patientes qui ont déclaré soit ne pas avoir de contraception, soit utiliser beaucoup de préservatifs. C'est des patientes souvent qui n'ont pas utilisé de stérilet après contraception, après cancer du sein, se sont penchées vers le préservatif tout simplement. Donc, il faudra voir avec le suivi ce que ça va donner. Exactement. Sur la contraception d'urgence, je pense qu'il y a surtout une formation des médecins à effectuer. Et je pense que la majorité des médecins, notamment les cancérologues, ne connaissent pas du tout, en France en tout cas, la contraception d'urgence. Ben, on va s'y atteler en tant que gynécologue alors. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions des participants à distance? Non? Bon, pas d'autres questions? Bah, écoute, merci beaucoup. De rien. Puis on espère te voir prochainement en vrai. Oui, moi aussi. Tu récupères très vite. Bon, enfin, tu n'as pas l'air trop malade à voir comme ça. Ça va. Maintenant, c'est que le confinement obligatoire, mais tout va mieux. Que ta Covid. Oui, exactement. Bonne journée à vous. Merci.